Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui, quatrième vidéo sur les cartes multiclassées. Première carte, Flambeau de Cthugha. Pas trop sur la prononciation, mais bon. C'est donc un soutien biclassé gardien et mystique de niveau 1 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane. Utilisation 6 charges, action combattre. Pour cette attaque vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de la force. En cas de réussite, dépensez 1 ou 2 charges. Au lieu de ses dégâts normaux, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque charge dépensée. En cas de réussite avec une différence de 0, perdez une action. Dans la boîte, il y a aussi la version de niveau 4. Qu'est-ce que ça change ? 9 charges au lieu de 6. Quand on combat, on gagne +2 à la valeur de compétence au lieu de +1. On peut dépenser 1, 2 ou 3 charges au lieu de 1 ou 2, donc on a la possibilité maintenant d'en dépenser 3. Et en cas de réussite avec une différence de 0, on perd 2 actions au lieu d'1. Alors bien évidemment, la référence, quand on pense à un sort de combat chez Mystique, c'est le flétrissement qui existe en version 0, 3 et 5 XP. Donc 0, on a 4 charges, on combat la volonté, on inflige +1 dégât. Donc on inflige 2 dégâts en cas de réussite. Si on pioche un symbole spécial négatif, on subit une horreur. La version de niveau 3, on a +2 à la volonté. Et le reste, c'est pareil. La version de niveau 5, on a +3 à la volonté, on inflige 3 dégâts d'un coup. Mais on peut subir 2 horreurs d'un coup également. Alors, voyons voir les principaux changements. Alors, c'est de niveau 1, et pas de niveau 0. Donc, ça veut dire, par exemple, pour les investigateurs de Dunwich, il n'y a que Zoé Samaras et Jim Culver qui peuvent le prendre, alors que flétrissement de niveau 0, c'est accessible au 5. Ça coûte 2 et pas 3. Bon, il y a 6 charges au lieu de 4, et les autres, c'est toujours 4 charges. Par contre, flétrissement, 4 charges, ça veut dire 4 fois 2 dégâts. Là, 6 charges, mais par charge dépensée, on fait un dégât. Donc, flétrissement, on peut faire jusqu'à 8 dégâts, et le flambeau, on peut faire jusqu'à 6 dégâts. Par contre, imaginons, c'est hautement improbable, mais si tous vos ennemis ont 1 point de vie, avec le flétrissement, vous pourrez faire 4 attaques, vu que vous avez 4 charges. Avec le flambeau, vous pourrez faire 6 attaques, vu que vous avez 6 charges. Le +1 de valeur de compétence. Ah oui, et la version de niveau 4, que je pense à parler des deux, version de niveau 4, elle a 9 charges, et pareil, une charge, c'est un dégât. Le flétrissement, la version de niveau 3, c'est 4 fois 2 dégâts, la version de niveau 5, c'est 4 fois 3 dégâts. Donc, flétrissement de niveau 3, un total de 8 dégâts, flétrissement de niveau 5, un total de 12 dégâts, au maximum, je veux dire si vous réussissez tout, alors que le flambeau de niveau 4, c'est 9 dégâts. Donc c'est en nombre total de dégâts, c'est mieux que le flétrissement de niveau 3, mais c'est moins bon que le flétrissement de niveau 5. Alors dans l'ordre du texte d'écriture, au niveau 1, on a +1. Flétrissement, niveau 0, on a +0, au niveau 2, on a +2. Flambeau de niveau 4, on a +2, même bonus que le flétrissement de niveau 3, mais un de moins que le flétrissement de niveau 5. Voilà. Vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de la force. Vous avez le droit. Flétrissement, c'est une obligation, c'est-à-dire que flétrissement de niveau 0 pris par un investigateur qui n'est pas mystique,
ça présente un intérêt que si cet investigateur a une bonne volonté. Là, flambeau de Cthugha, bon, peu importe la version de niveau 1 ou de niveau 4, c'est intéressant si vous avez une bonne volonté ou une bonne force. Et les gardiens et les mystiques ont forcément une des deux valeurs qui est élevée. Le fait de pouvoir combattre avec la volonté fait que les boosts avec la force fait que les boosts de force sont utilisables. Par exemple, le classique maîtrise, ou plus intéressant, coup vicieux. Là c'est la version de niveau 0. Donc, flambeau de Cthugha, vous pouvez booster votre valeur de compétence avec coup vicieux, et si vous réussissez, le coup vicieux vous fournit un dégât de plus. Donc là, vous pouvez dépenser une ou deux charges pour faire 1 ou 2 dégâts. En attribuant coup vicieux, vous pouvez en une attaque de ce sort faire jusqu'à 3 dégâts. Et coup vicieux de niveau 2, c'est un coup vicieux de niveau 2. Oh, un bruit dehors. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, il y a un point important quand même, je disais les dégâts maximum en considérant qu'on réussit tout. Mais justement, un point très important, en cas de réussite, dépensez une ou deux charges. C'est bien spécifié en cas de réussite, c'est-à-dire que si vous faites une action combattre avec le flambeau et que vous ratez, vous n'êtes pas dans un cas de réussite, mais vous dépensez pas de charge. Donc en fait, le flambeau de Cthugha, c'est un petit peu comme le vieux porte-clés je crois que c'est du pack Stella Clark, c'est-à-dire que vous ne consommez les utilisations qu'en cas de réussite. Donc en fait, flambeau de Cthugha, avec 6 charges, il permet de réussir jusqu'à 6 attaques. Et dans ce cas-là, ça fera 6 fois un dégât. Ou de réussir jusqu'à 3 attaques pour faire 2 dégâts chaque. Le flétrissement, vous avez le droit à 4 tentatives. Si vous les ratez toutes, vous les ratez toutes. Donc, comment dire ? Le flétrissement est meilleur si vous réussissez tout le temps. Le flambeau est meilleur si vous avez peur de rater. On va dire ça comme ça. Toujours sur cette phrase surlignée, vous dépensez 1 ou 2 charges. Donc c'est une arme dont on peut varier la puissance. Si vous jouez le flétrissement et que vous devez tuer un rat, vous dépensez une charge de flétrissement qui peut faire 2 dégâts, qui fait 2 dégâts, sur un ennemi qui n'a besoin que d'un dégât pour être vaincu. Si vous affrontez un rat avec le flambeau, vous dépensez une seule charge. Voilà. Et le dernier point, en cas de réussite avec une différence de 0, perdez une action. Que je réfléchisse rapidement. Oui, donc l'effet, moi ce que j'appelle l'effet secondaire, j'appelle ça en général l'effet secondaire ou le retour de flamme. Là, c'est au cas où on réussit sans marge, sachant qu'on a quand même un +1. Et qu'entre les deux valeurs de compétence, on en a au moins une qui devrait être bonne. Donc ça devrait pas être au courant. Perdre une action. Pour le flétrissement, c'est si on pioche un de ces symboles, on se prend une horreur. Alors faut voir, selon les situations, on préfère l'horreur ou on préfère perdre l'action. À noter, voilà, flétrissement, c'est la pioche du symbole qui crée l'effet secondaire. Le flambeau, il faut réussir avec une différence de 0. Si vous ratez, il se passe rien, tandis que flétrissement, vous pouvez rater et subir l'horreur. Là, le flambeau, a priori, vous avez réussi. Donc vous dites, c'est pas la même page, vous dites, ok, je perds une action, mais j'ai réussi. Il y a une seule exception, c'est la faiblesse, je viens d'y penser, je crois que c'est 13e vision. Je vais essayer de la retrouver, vision. La faiblesse, 13e vision. La 13e vision, ça s'écrit comme ça. Les investigateurs dans votre lieu échouent en cas d'égalité lors des tests de compétences. Autrement dit, si vous avez la 13e vision, vous ne pouvez plus réussir de 0. Et donc, avec le flambeau, ça n'existe plus une réussite avec une différence de 0. Enfin, je reformule.
Avec la 13e vision, ça n'existe plus une réussite avec une différence de 0, et donc vous n'avez plus le risque de subir l'effet secondaire du flambeau. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ce point-là. Alors, ah oui, un point, je regarde mes onglets là, un point important, le fait de choisir entre volonté et force, et l'idée que si on part du principe qu'on réussit tout, c'est plus rentable le flétrissement, fait que moi je vois ce sort-là plutôt comme un sort de gardien. On joue un gardien, on a des emplacements d'arcane disponibles, et ben on met une copie du flambeau. Et puis comme ça, je sais pas si on a plus de munitions sur son arme à feu, ou si on engage avec 2 ennemis et que la seule arme qu'on a c'est la machette, et ben on a ce sort-là. Il y a une exception à cette idée-là, Diana Stanley. Je pense que parmi les mystiques, c'est celle qui a le plus intérêt à prendre cette carte. Pourquoi ? Eh ben, sa ligne de compétences. En début de partie, Diana Stanley, elle a 1 de volonté, 3 d'intelligence, 3 de combat et 3 d'agilité. Et elle va gagner plus 1 de volonté pour chaque carte sous elle. Et les cartes sont mises sous sa carte investigateur quand elle annule ou ignore des effets de cartes. Donc en début de scénario, Diana Stanley, si elle utilise flétrissement, elle utilise flétrissement avec une valeur de volonté de 1. Une valeur de volonté de 1. Par contre, au fur et à mesure qu'elle met des cartes sous sa carte investigateur, elle va monter à une volonté de 6. Et là, le flétrissement deviendra extrêmement puissant pour elle. Mais en début de partie, elle utilise le flambeau, elle choisit d'attaquer avec sa force. Le flambeau lui donne un +1 avec si elle a la version à 1 XP, ou un +2 si elle a la version à 4 XP. Du coup, donc, elle fait une attaque avec une valeur de compétence de 4 ou 5. Voilà. À noter... Alors que je vérifie... Ouais, c'est bien elle. Ah oui, à noter, voilà, c'est ça, j'essaie de me souvenir. Si on regarde Diana Stanley, donc voilà, les cartes accessibles à Diana Stanley, qui peuvent placer ou ajouter des charges. Il y a tout ça, si j'en ai pas oublié. Il y a Twyla Catherine Price, vous utilisez le flambeau, vous en retirez 1 ou 2 charges, vous remettez une charge avec Twyla Catherine Price. Alors à noter que comme vous avez plus de charges, 6 ou je vais fermer ça, ou 9 par rapport aux 4 de flétrissement, et que potentiellement vous dépensez 2 charges, voire 3 charges d'un coup contre les ennemis avec plusieurs points de vie, potentiellement vous dépensez qu'une charge à la fois. Donc si vous n'utilisez qu'une charge à la fois, probablement le sort va rester partiellement chargé plus longtemps, parce que Twyla Catherine Price, elle ne peut recharger que si vous dépensez au moins une charge. Une fois que le soutien sort est vide, elle recharge plus rien. Donc c'est un truc à prendre en considération. On a recharge de niveau 4, voilà, on le joue, on pioche un pion KO, si on a un symbole spécial négatif, on met qu'une seule charge, sinon on met 4 charges. On a vendu pouvoir, on P2, on met 2 charges, et si on le pioche pendant son tour, en réaction on peut le jouer, sans dépenser le coût en action, mais en payant quand même cette carte. Or, Diana, chaque fois qu'elle annule ou ignore un effet de jeu, elle peut placer la carte qui a servi à annuler ou à ignorer sous sa carte investigateur, et ensuite, elle pioche une carte et gagne une ressource. Donc elle pioche vite. Donc elle
elle a la possibilité de piocher en réaction pendant son tour, et si elle pioche vent de pouvoir, elle s'économise l'action. Voilà. Une autre remarque, toujours sur le fait du choix de la compétence qu'on utilise. Chez les gardiens, il y a des armes qui ont plusieurs icônes de force. Voilà. Là, j'ai mis toutes les armes qui ont au moins 2 icônes de force. Voilà. Donc si vous jouez un gardien combattant, vous pouvez avoir en jeu une de ces armes-là qui a 2 icônes de force, voire 3, ou 2 icônes de force et une icône libre. Et donc si vous avez bien préparé, vous pouvez incliner bien préparé pour vous donner un bonus de force de 2 ou 3 lorsque vous faites votre attaque avec le flambeau de Cthugha. Et ça même si votre arme est déchargée. Donc le choix de la valeur de compétence, c'est pour moi quand même le gros point important, et c'est pour ça que la carte me semble plus utile en gardien qu'en mystique. Alors un truc auquel je n'avais pas pensé, et je l'ai vu noter, voilà. Là, ma première pensée a été de l'utiliser comme arme de secours pour Nathaniel Cho avec ses gants de boxe. Voilà. Donc, rappel, Nathaniel Cho, 3 de volonté, 2 d'intelligence, 5 de combat et 2 d'agilité. Son truc, c'est que quand il inflige des dégâts à un ennemi via un événement ou une capacité combattre d'un événement, il inflige un dégât supplémentaire avec une limite d'1 fois par phase. Donc, il va faire l'essentiel de son combat avec des événements. Dans son pack préconstruit, il a les gants de boxe. Alors là, c'est la version de niveau 3, un soutien qui occupe les 2 emplacements de main, 2 icônes de force, vous gagnez plus 2 tant que vous combattez, sans plus de spécificité. Réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez les gants de boxe, cherchez un événement esprit parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Bon. Donc, Nathaniel Cho va avoir dans son deck beaucoup d'événements de combat. Une fois dans la phase investigateur, il va jouer un événement, par exemple tueur de monstres, alors je sais plus si c'est de niveau 0 ou de niveau 1, qui dit combattre, vous infligez plus 1 dégât. Donc c'est un événement qui a un effet de combat. Si on réussit son attaque, on a le plus 1 dégât indiqué sur l'événement, et Nathaniel Cho peut rajouter un 3e dégât. Sauf qu'une fois qu'il a utilisé sa capacité limitée à 1 fois par phase, en combattant simplement avec les gants de boxe, en combattant, je veux dire en faisant une action de combat basique, alors certes il a le bonus des gants de boxe, mais il n'inflige qu'un seul dégât, vu que c'est une action de combat basique, et ces événements n'ont plus de bonus de dégâts, donc il voudra peut-être les conserver pour le tour suivant, pour bénéficier de son bonus du tour suivant. Du coup, en attendant, s'il a un ennemi à qui reste quelques points de vie, il peut attaquer avec le flambeau. Il va choisir de combattre avec sa force, et les gants de boxe, plus d'en force tant que vous combattez. Alors, je pense que la carte aurait dû être formulée autrement, mais ça c'est un autre débat. Peu importe comment vous combattez. Donc, Nathaniel Cho, force de 5, il attaque avec, mettons, le flambeau de niveau 4. Il a un plus 2. Comme il fait un combat, il a le plus 2 de gants de boxe. Donc, il fait une attaque avec une force de 9. Potentiellement, il attribue maîtrise pour monter à 11. Ou alors il attribue coup vicieux pour monter seulement à 10. Par contre, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, s'il réussit, comme le coup vicieux fournit un plus 1 dégât, il peut faire 2 dégâts en tout en dépensant seulement une charge du flambeau. Le flambeau fait 1 dégât par charge dépensée, mais le coup vicieux
offre un dégât en cas de réussite. Voilà. Donc un sort intéressant pour Nathaniel Cho en guise de d'arme secondaire pour quand l'événement qu'on a joué, pour quand on a un événement en main qui est bien, mais qu'on veut garder en prévision de la fois où on aura le dégât additionnel. Alors, autre remarque, dès qu'on a une carte qui a utilisation charge, on pense à Akashi, vu que la carte entre en jeu avec une charge supplémentaire. Donc, la version de niveau 1 a 7 charges et peut faire donc au total 7 dégâts. La version de niveau 4 aura 10 charges au total pour potentiellement 10 dégâts. À noter aussi qu'Akashi a la carte médium. Action rapide, incliné médium, choisissez un soutien que vous contrôlez avec utilisation charge. Soit vous renvoyez le soutien choisi dans votre main, soit vous déplacez toutes ces charges vers votre réserve de ressources en tant que ressource et vous le défaussez. Alors, ok, le flambeau de niveau 4, il coûte 4 XP. Bon, l'amélioration du niveau 1 au niveau 4 ne coûtera qu'un XP si vous avez 2 copies de recherche ésotérique, mais quand même c'est un gros investissement en XP, mais éventuellement, si vous avez ce sort en jeu et que vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez le défausser pour ces potentiellement 9 ressources. Donc vous le faites 10 ressources. Vous le faites entrer en jeu pour une action et 2 ressources, et si vous êtes vraiment en galère de ressources, en action rapide vous le défaussez, vous récupérez ces 10 charges comme ressources. Bon, faut avoir accepté de payer les 4 XP, mais donc une action et 2 ressources, ça fait l'équivalent de 3 actions basiques, et quand il est défaussé, 10 actions basiques. La différence c'est 7, ça correspond au gain de ressources de série gagnante de niveau 4 chez les truands. Donc si vous voyez les choses comme ça, ça peut faire la carte de ressources d'Akashi si vous ne vous préoccupez pas trop de la dépense en XP. Très longue discussion sur cette carte. Allez, on passe à la deuxième quand mon navigateur aura fini de charger la page. Alors, une Cosima Bati, un soutien biclassé gardien et mystique de niveau 3 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié sorcier, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Réaction après qu'une Cosima Bati est entrée en jeu, nommez un pion KO ayant un symbole autre que le signe des anciens, jusqu'à ce que cette carte quitte le jeu, le symbole nommé est votre sigil. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu révèle un symbole, cultiste, tablette ou chose très ancienne, inclinez une Cosima Bati, cherchez votre sigil dans la réserve du chaos et révélez-le à la place. Renvoyez l'autre pion dans la réserve du chaos. Donc, un allié qui interagit avec les pions du chaos piochés. Vous choisissez un pion, symbole, et vous le rendez plus fréquent vu que une fois par round, vu qu'il faut incliner une Cosima Bati, vous remplacez un de ces symboles spéciaux, un de ces pions spéciaux par le sigil. Alors je vais encore donner l'exemple. Je suis en train de réfléchir rapidement. Ouais, la louche, ces symboles-là, alors selon les campagnes, il y en aura, je dirais 2, 3, éventuellement 4. Bon. Alors cette carte-là, moi je trouve qu'elle fait immédiatement penser à Jim Culver. Jim Culver, le mystique de l'héritage de Dunwich. Pourquoi ? Traitez le modificateur des pions crânes que vous révélez comme étant un 0.
Donc vous décidez que votre sigil c'est le crâne, et maintenant, alors une fois par round, encore une fois, quand vous piochez un cultiste, une tablette ou une chose très ancienne, vous dites c'est un crâne. Et comme c'est un crâne, vous dites pas c'est un crâne, vous allez chercher un crâne dans le sac du chaos, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y en ait un, bien sûr. Vous le révélez, vous remettez le pion que vous aviez pioché dans le sac du chaos et vous résolvez votre crâne. Comme vous jouez Jim, vous dites c'est un 0. Voilà. Et en plus, bien évidemment, dans un deck Jim, vu que les pions crânes ont un modificateur de 0, on va jouer probablement des cartes qui interagissent avec les crânes. La première carte, c'est sa carte signature, la trompette de Jim. Réaction, quand un pion crâne est révélé lors d'un test de compétence. Je suis en train de vérifier. Oui, un test de compétence, pas forcément de vous, peu importe qui le fait. Inclinez la trompette de Jim, soignez une horreur d'un investigateur dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Donc, Nkosi Mabati fait que vous révélez plus de crânes, et la trompette fait que chaque fois... vous, c'est pas vous, c'est un investigateur dans votre lieu. Voilà. Donc, grâce à Nkosi Mabati, il est plus fréquent qu'un investigateur dans votre lieu révèle des crânes, et grâce à la trompette, vous soignez plus d'horreur. Voilà. Une autre carte qui semble assez évidente avec Jim Culver, c'est le Chant des Morts, un sort de combat qui a 5 charges, action, dépenser une charge, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force. Vous gagnez plus 1 de volonté pour cette attaque. Si un symbole crâne est révélé lors de cette attaque, elle inflige plus de dégâts. Alors, cette carte est, me semble-t-il, jamais jouée en dehors des decks Jim Culver, parce que de base, elle fait les dégâts un par un. Donc vous dépensez 2 XP pour un sort qui vous dit combattre, vous avez plus 1 à votre volonté, et de base vous infligez qu'un seul dégât. Par contre là, grâce à Nkosi Mabati, vous avez plus de chances de piocher un crâne, donc plus de chances d'avoir ce plus de dégâts. Et si vous jouez ça, vous pouvez mettre dans votre deck l'inspiration surnaturelle. Quand vous devriez résoudre un effet sur une carte mystique qui se déclenche quand, si ou après que un symbole, crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou échec automatique est révélé, soit vous annulez cet effet, soit vous le résolvez une fois supplémentaire. Donc, vous attaquez avec le Chant des Morts. Vous révélez, mettons, un cultiste. Donc voilà. Grâce à Nkosi Mabati, on considère on considère pas, vous avez révélé un crâne, donc vous devez résoudre cet effet si un symbole crâne. Comme vous devriez résoudre l'effet si un symbole crâne, vous jouez l'inspiration surnaturelle et vous décidez de le résoudre une fois de plus. Résoudre quoi ? Résoudre cette attaque inflige plus de dégâts. Donc en une action de combat, Jim peut infliger 5 dégâts. Bon, alors la question sera, est-ce que vous prenez quand même le risque de toutes les attaques où vous n'infligerez qu'un dégât ? Sachant, je suis en train de vérifier, voilà. Sachant que l'inspiration surnaturelle est un sort, donc avec préscience, on peut la récupérer en main. Préscience. Voilà, préscience. Après avoir attribué préscience à un test de compétence nommé pair, impair ou symbole, après la fin de ce test, si un pion KO du type nommé a été révélé lors de ce test, vous avez le droit de renvoyer dans votre main une carte sort de votre pile de défausse. Donc voilà, vous mettez dans votre deck 2 copies de préscience. Bon, je vais pas entrer non plus trop dans les détails, mais vous mettez préscience, ça va vous permettre de remonter dans votre main l'inspiration surnaturelle. Dans votre deck, vous pouvez mettre la perfection vient de l'entraînement pour utiliser plusieurs fois préscience.
Et inspiration surnaturelle, vous l'utiliserez chaque fois que grâce au chant des morts, vous devriez faire non pas 1 mais 3 dégâts, et grâce à ça vous ferez non pas 3 mais 5 dégâts. Bref. Alors, à noter, le symbole nommé et votre sigil, il n'y a pas de précision sur les symboles de pion. Ça peut être un des symboles classiques, alors à savoir a priori le crâne, parce que vous remplacez cultiste, tablette ou chose très ancienne par autre chose, ça serait bête de nommer un de ces trois-là. Enfin, quoique vous pourriez choisir de remplacer tablette et chose très ancienne par cultiste, mais parmi les symboles classiques, on s'attend à ce que le choix du sigil, ça soit le crâne. Mais il y a des symboles de pions non classiques, voilà. Dans le cycle précédent, le cycle d'Innsmouth, il y a eu l'introduction des pions bénis ou maudits. Bénis ou maudits sont des symboles, donc vous pouvez choisir comme sigil soit béni, soit maudit. Donc là j'ai mis toutes les cartes du cycle d'Innsmouth en classe gardien ou mystique qui ont pions dans leur texte, donc qui a priori interagissent avec les pions bénis ou maudits. On a par exemple la lame bénie, c'est une arme à une main qui donne plus en force, mais vous n'infligez qu'un dégât, à moins de révéler un pion béni ou signe des anciens pendant l'attaque, et dans ce cas-là vous infligez un deuxième dégât. Et ben encore une fois, grâce à Nkosi Mabati, c'est pas seulement béni ou signe des anciens, mais c'est béni ou signe des anciens, ou cultiste, ou tablette, ou chose très ancienne. Au moins une fois par round. Alors la lame sainte, pourquoi je l'ai mis là? Alors la lance sainte, non. Voilà, la Winchester 35, c'est une arme à deux mains, utilisation 5 munitions, action dépenser de munitions, combattre, vous gagnez plus d'enforce pour cette attaque, si un pion KO plus 1, 0 ou signe des anciens est révélé lors de cette attaque, elle inflige plus de dégâts. Si vous jouez les tabous, c'est pas ces pions-là qui permettent d'infliger plus de dégâts, ce sont tous les pions qui ont un modificateur non négatif. Ce qui rajoute les pions bénis. Donc comme pour la lame bénie, grâce à Nkosi Mabati, à cette liste-là, enfin, à ces trois pions aux pions bénis, vous pouvez rajouter cultiste, tablette et choses très anciennes, une fois par round. Ça, c'était pour les pions bénis. Enfin, il n'y a pas que ces exemples-là, mais j'ai pensé à ceux-là. Pour les pions maudits, il y a les 3 sorts mystiques qui ont tous un effet. Si un pion maudit est révélé lors de cette attaque, vous pouvez soit faire l'effet, donc dégâts, indices ou déplacement de mémoire, soit remettre une charge. Et voilà, est-ce qu'il y a autre chose chez les mystiques d'intéressant? Autre chose, la bénédiction d'Isis. Réaction quand un deuxième pion béni est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la bénédiction d'Isis, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place, renvoyez ces 2 pions dans la réserve du chaos après la fin du test. Comme pour les cartes précédentes, vous révélez un premier pion béni. Dans le cadre de la résolution du pion béni, vous devez piocher un autre pion. Vous piochez cultiste, tablette ou chose très ancienne, vous inclinez Nkosi Mabati, vous dites « Je vais chercher mon sigil, en l'occurrence le pion béni. Oh, ça me fait un deuxième pion béni. J'incline la bénédiction d'Isis. Je considère que j'ai révélé un pion signe des anciens. Je remets les 2 pions bénis dans le sac du chaos. » Un peu en parallèle, la malédiction millénaire. Quand un deuxième pion maudit est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la malédiction millénaire, annulez ce pion et traitez-le comme un pion crâne à la place. Vous pouvez choisir de retirer ces 2 pions de la réserve du chaos après la fin de ce test. Donc, la malédiction millénaire, pour le coup, ça va intéresser tous les decks qui ont des effets liés au crâne.
avec la carte, avec le sort sixième sens, avec le sort atrophie, le sort chant des morts, les bougies rituelles qui donnent des bonus de compétences, puis voilà, j'ai ces effets-là en tête, pas d'autres, et bien évidemment, Jim Culver. Voilà. Et enfin, un dernier mot sur Nkosi Mabati. Il transforme certains pions, a priori présents en 2 à 4 exemplaires sur, mettons, 16, donc maximum un quart du sac du chaos, en pions crâne, ou béni, ou maudit, qui vous avantage plus. Donc, si c'est assez probable qu'on le mette dans un deck qui inclut un peu de manipulation des pions autres, que ça soit Olive McBride, que ça soit la statue grotesque, le miroir divinatoire ou autre. Voilà. Bon c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Un résumé très rapide. Flambeau de Cthugha, un sort de combat biclassé gardien mystique, mais a priori plutôt pour les gardiens que pour les mystiques. L'exception chez les mystiques, c'est Diana Stanley, qui peut être intéressée par le flambeau, mais plutôt en début de partie, pas en fin de partie. Autre exception chez les mystiques, Akashi pourrait envisager le coût en XP de la version de niveau 4 pour utiliser la carte comme source de ressources. Et chez les gardiens, elle aurait l'air intéressante pour tous les combattants, mais notamment pour Nathaniel Cho. Et maintenant, Nkosi Mabati, si vous concevez un deck qui tire avantage soit du pion crâne, soit du pion béni, soit du pion maudit, c'est un très bon allié pour vous aider à déclencher une fois de plus par round l'effet qui vous intéresse. Bon allez voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour des cartes biclassées gardiens survivants. Moi en attendant je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine, au revoir.